Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, et les parties molles. Une fois que, comme Nicolas va très bien expliqué, la reconstruction osseuse, oui, un impératif, mais le résultat de cette reconstruction ne passe que par la qualité des tissus mous environnementaux. Il faut absolument les reconstruire. Alors, c'est vrai, la stratégie dans le service, elle est vers le lambeau libre, comme l'a dit Nicolas, mais lambeau libre en première intention, ça nécessite une compétence microchirurgicale, ça c'est des équipes, c'est une durée opératoire plus longue, et puis surtout, c'est une disponibilité chirurgicale tant du bloc que des chirurgiens pour les reprises, parce que les problèmes de ces lambeaux microchirurgicaux, vous êtes soumis au risque de reprise chirurgicale, donc c'est reprendre éventuellement la nuit, c'est pas toujours facile. Et puis j'avais refait dans le service une étude rétrospective par une de mes internes sur la reconstruction par lambeau de grand dorsal. Qu'est-ce qui était devenu ce lambeau de grand dorsal en libre sur 20 ans d'exercice à Percy? Alors on s'était rendu compte de deux choses, c'est que le grand dorsal était venu un petit peu en retrait devant l'avènement de l'ALT, l'antérolatérale de cuisse, qui fait partie de ces lambeaux perforants, donc en lambeau libre, et qui était tout à fait cohérent avec le dogme du muscle sur la peau qui est maintenant abandonné depuis des années. Et surtout, dans le cadre des blessures de guerre, on avait mis en évidence le surrisque balistique. Et ça, c'était une découverte. Sur ces traumatismes balistiques, on avait 16%, 15,9, 16% d'échecs de ces microchirurgies. Donc ça, c'était très très important, à la fois par des lésions vasculaires artérielles dues au blast, et puis surtout, on avait des découvertes péropératoires de thrombose veineuse profonde sur ces patients qui avaient été blessés sur le terrain, qui étaient évacués avec des évasanes des fois longues, et puis ces patients qui avaient des traumatismes balistiques à haute intensité. Donc dans ce contexte, les lambeaux pédiculés de jambes ont repris un très très grand intérêt. Alors bien sûr, je ne parlerai pas des lambeaux musculaires que tout le monde connaît bien, surtout les orthopédistes, vous les connaissez très bien, gastrocnémiens et jumeaux, et solaires, pardon, mais j'insisterai sur les lambeaux neurofasciocutanés à la jambe. La jambe, le tibia, c'est l'éperon tibial qui est juste sous la peau, c'est pour ça qu'il est le plus souvent découvert par le traumatisme. Je rendrai un hommage au professeur Jean-Luc Cariou, qui était mon maître. Alors c'est sûr que s'il m'a appris à faire de la microchirurgie, il m'a surtout bien sensibilisé à tous ces lambeaux de jambes. Et quand on regarde une jambe, voilà un peu les types de lambeaux qu'on a à notre disposition. Sur le territoire saphène interne, vous en avez deux, proximal ou distal, lambeau saphène interne. Dans le territoire sural, c'est-à-dire sur la petite veine saphène, vous avez le lambeau sural proximal et distal. Et puis en bas, vous avez le supramalléolaire décrit par un acharne masculé. Donc j'insisterai sur deux choses. D'abord la dissociation musculo-cutanée à la jambe et les indications de ces lambeaux. De première intention, c'est-à-dire en urgence, le lambeau en urgence, parce que c'est lui qui va compromettre le résultat de cette consolidation osseuse. De conversion en péropératoire, l'échec du lambeau libre, on doit avoir un plan B. On ne doit pas s'arrêter là, et puis là, ça compromet la consolidation osseuse. Une fracture ouverte qui n'est pas couverte, c'est l'illapse d'arthrose. Et puis des rattrapages secondaires, et puis ces applications au cross-leg. Alors sur ce schéma, qu'est-ce que j'appelle la dissociation musculo-cutanée? Pour moi, il est important de dissocier les muscles de la peau à la jambe, comme ça vous multipliez vos capacités de couverture. Il ne faut pas faire de lambeau musculo-cutané à la jambe. Quand on regarde une jambe, on comprend tout de suite que le magnifique réservoir de partie molle, c'est la face postérieure de jambe. Et sur le schéma, vous avez un lambeau saphène interne, un gastrocnémien, un sural, un solaire. Alors ça, c'est sur une pièce anatomique, mais tout ça, il est possible de recouvrir une face antérieure de jambe, rien qu'avec des lambeaux pédiculés. Alors on va faire ça à quelques cas cliniques. Ça, c'est une patiente journaliste, évacuée d'Ukraine, plaie par balle à la jambe, révision donc au bloc opératoire à Percy. On est souvent ortho et plasticien ensemble autour du bloc. Le foyer est propre, c'est très propre, l'ostéosynthèse est révisée, là il faut la couvrir tout de suite. Et c'est une patiente que vous découvrez au bloc. Et là il faut savoir faire quelque chose. Et par un lambeau pédiculé saphène interne, c'est très simple. Il faut moins d'une heure pour faire ça. Bon, il y a des astuces, bien sûr, il y a des parties techniques, comme la petite partie pédiculée à la base pour que ça tourne mieux. Et effectivement, il y aurait une séquelle cosmétique. Et là, ce que j'ai schématisé en noir, c'est ce que m'a demandé la patiente, c'est un ballon d'expansion pour aller supprimer la zone de greffe et finalement améliorer ce résultat cosmétique. Ça, c'est un militaire, blessure par balle de FAMAS, damage control, exofixation, conversion de l'ostéosynthèse en conversion interne. Là, c'est les orthopédistes qui m'appellent. Finalement, on a un petit souci, le foyer de fracture, il n'est pas parfaitement couvert. Ça, c'est pareil, c'est une urgence de couverture. Vous avez une fracture ouverte qui n'est pas couverte. C'est pareil, c'est un lambeau saphène interne, c'est des patients que vous découvrez au bloc opératoire. Et si vous avez une certaine connaissance de ces lambeaux, c'est dans le lambeau pédiculé. Le lambeau va donc couvrir la fracture. Pareil, il y a un petit astuce au niveau du pédicule fascio-graisseux à la base, et vous greffez les muscles environnement, mais l'os est couvert. Et voilà le résultat à distance avec une parfaite consolidation. Dissociation musculo-cutanée, voilà un bon exemple.
Amputation de nécessité, de sauvetage, évacuation, révision au bloc opératoire, donc à Percy. Et je suis appelé pour ce lambeau. Qu'est-ce que j'en pense? Il faudra envisager un lambeau secondairement. En fait, quand vous les examinez bien, vous voyez toute la face postérieure de jambe, elle est saine. Et là, vous avez deux lambeaux. Vous avez le lambeau musculaire de gastrocnémia et vous avez le lambeau sural purement cutané. Et bien, vous dissociez les deux. Vous avez le lambeau sural qui va venir couvrir la face interne du tibia, le lambeau musculaire, le fût osseux, l'extrémité du fût osseux, et vous avez ainsi un moignon constitué dans le même temps opératoire. Il est propre et avec la greffe secondaire, vous permet de gagner du temps. Pareil, dissociation musculo-cutanée, traumatisme balistique. Normalement, c'est un lambeau libre. À l'exploration des vaisseaux, thrombose veineuse profonde. C'est devenu pour nous maintenant, avant ces chirurgies que vous programmez, les lambeaux libres, le Doppler est devenu un examen préopératoire systématique parce qu'on veut éliminer ces thromboses veineuses profondes qui étaient découvertes fortuites. Ben, vous êtes au bloc, je lui fais un lambeau supramalléolaire, latéral, en vérifiant au Doppler, au bloc opératoire si l'artère passait bien, un lambeau de solaire. Ça donne une jambe un peu globuleuse, mais ce qui est important, c'est de voir à distance l'amélioration de l'aspect de cette jambe. Et c'est une jambe, le patient a retrouvé toute la fonction de sa jambe. Ça, c'est un blessé, un militaire ukrainien, qui nous est adressé donc en second recours avec, vous voyez, un os exposé, des stigmates d'un lambeau musculaire, c'est pas très clair dans le compte rendu opératoire, des fistules sur cette jambe. J'ai schématisé en rouge les cicatrices existantes sur cette jambe. Ben, la seule partie saine, c'est cette loge postérieure de jambe. Et un pédicule distal, parce que vous avez une cicatrice qui barre le haut du mollet, donc ce sera un lambeau pédicule distal. La révision osseuse, les parages, le spesseur, l'ostéosynthèse, et c'est un grand lambeau sural qui vient recouvrir la face antérieure de jambe. Les second temps avec les greffes osseuses secondaires. Et vous voyez, ce patient, on s'est bien battu pour cette jambe gauche, puisque de l'autre côté, comme vous le voyez, il a un appareillage, mais il reprend la marche, et ça, on est à 9 mois. Un autre exemple de cette dissociation musculo-cutanée et de conversion en péropératoire, c'est un fracas de jambe par une hélice de bateau, une grosse perte de substance osseuse qui est traitée dans un autre établissement avec un lambeau musculaire, de solaire et de gastrocnémien, mais avec une couverture insuffisante. Ouais, très bien haut, donc reprise adressée chez nous. Voilà la volumineuse perte de substance. Elle était au bloc pour un lambeau libre d'ALT, vous voyez très bien le dessin sur la cuisse. ALT revascularisée par une tibiale antérieure à rétro. J'avais pris cette optique sur l'artériographie, elle semblait bien pulsatile. J'ai eu une perméabilité temporaire, éphémère de ce pontage. Au bout de 3 reprises, j'ai dit stop, on s'arrête, et on a converti dans le même temps opératoire par un lambeau sural proximal. Alors vous voyez, on va chercher une palette très très loin. On ménage la couverture du tendon d'Achille, on transpose toute cette face postérieure de jambe à la face antérieure, et on obtient ceci avec le autre temps de greffe opératoire, et voilà la jambe à 9 mois chez cette patiente. Et puis, comme l'a dit Nicolas, voilà, ce sont des patients qui nous sont adressés dans des services où vous avez des orthopédistes et des plasticiens, échec de lambeau libre, et on se trouve en impasse thérapeutique. Donc c'est un peu ça qu'on veut défendre dans notre DU, parce qu'il y a des solutions simples pour répondre à ces demandes et sauver l'avenir fonctionnel de ce patient. Donc c'est un lambeau sural, on voit très bien la facture, on avait le lambeau sural à pédicule proximal, voilà le résultat, un résultat précoce, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a opéré. Et puis, il y a des raffinements techniques, ça on pousse un petit peu plus loin les choses, c'est que ces lambeaux à pédicules distaux ont une fiabilité un peu moins bonne, un peu moins certaine que les lambeaux de pédicules proximaux qui sont très 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 fiables. À pédicule distal, vous inversez le sens de rotation veineux, enfin le sens de retour veineux, puisque vous coupez les veines saphènes externes ou internes. Et bien là, c'est une combinaison de 2 lambeaux, un lambeau sural proximal, qui est basé sur la saphène externe, un lambeau saphène interne qui est basé sur la saphène interne. Il est très simple de réaliser une anastomose de cette veine, ça se fait même à la loupe, ça ne prend pas beaucoup de temps, et là vous fiabilisez les 2 lambeaux, vous voyez l'anastomose en place, les 2 lambeaux qui ont couvert la jambe, la cicatrice c'est la reprise au moment de la greffe osseuse, et voilà le résultat à distance. Et puis tous ces principes, on les a appliqués également au cross-leg. Pareil, c'est un patient qui vient d'un grand CHU, 2 échecs de lambeau libre, ce patient refuse l'amputation, il vient en fait chez nous pour avis. Pour avis, et on voit ce patient, il y a une grosse perte de substance de plus de centimètres du tibia, refuse absolument l'amputation, c'est une plaie par balle, 2 échecs de lambeau libre, on n'est pas meilleur que les autres, donc bien sûr, là on s'arrête de faire des lambeaux libres, et puis en examinant ce patient, on lui a proposé un cross-leg avec toutes les complications que ça peut entraîner. La partie intéressante du cross-leg, c'est la partie proximale de jambe, c'est pas la partie distale, donc il faut faire des cross-legs à pédicules distaux. À la fois sur le pédicule, les perforantes des pédicules tibiales postérieures et du réseau fibulaire. Vous avez à ce moment-là une large palette cutanée, donc vous la voyez en place sur la perte de substance. Vous laissez le patient comme ça 3 semaines, et ça va être un peu plus. Qu'est-ce qui se passe après de spesseur? Il y a un réveil infectieux, on redémonte,
on renettoie, on change de spesseur, et souvent, c'est pas 3 semaines, mais c'est 4, voire 5 semaines. Il faut immobiliser les jambes avec un fixateur externe. Donc il y a une prise en charge qui est complexe, mais moyennant quoi, vous voyez, au moment où on a relevé le lambeau pour la greffe osseuse, l'ostéosynthèse, et voilà le patient qui est sur ses 2 jambes, sur une jambe solide, reconstruite. Alors, j'espère qu'on vous a démontré ce que c'était que l'orthoplastique. Alors, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. C'est travailler ensemble. Et cet état d'esprit, il dépasse les médecins. Dans le service, nos infirmières sont même les premières à nous dire « Tiens, cette nuit, on a une entrée, on aimerait bien que vous voyez le placement. » C'est l'infirmière qui dit au plasticien de voir le pansement. Et ça, c'est très important. On a une RCP toutes les semaines. On soit tous ensemble le vendredi. Comme ça, on sait qui fait quoi, quand et comment. Dans quel ordre. Qui c'est qui intervient le premier? Quelle est la position du patient? Et c'est très clair pour tout le monde, y compris l'anesthésiste. Ça va durer 4 heures, 5 heures, c'est telle position, c'est du DV, c'est du DD, et ça c'est très très important. J'insisterai sur cette dissociation musculo-cutanée, mais je crois que j'étais assez clair. Et puis, ces solutions de première intention, elles trouvent toute leur valeur dans un contexte particulier. Le contexte dont doit nous parler Paul, ces situations d'afflux massif ou de situations de catastrophe ou ce qu'on appelle de conflits à haute intensité, qui veut dire guerre. Hein. Et voilà, donc tout ça c'est important. Mais je pense qu'il est important de réenseigner ces techniques, parce que je suis étonné quand on fait passer des examens aux jeunes internes de plastique, ils savent tout sur les lambeaux libres, ils vous décrivent des trucs particuliers. Il y a même un interne qui m'a dit, mais finalement c'est plus simple un lambeau libre. Oui, c'est plus simple, mais vous êtes quand même attaché à la perméabilité de cette anastomose. Les lambeaux pédiculés, la réalisation est simple, en moins d'1 heure. Tout ce qui est compliqué, c'est la mentalisation de ces lambeaux. C'est les dessiner. Où est mon point pivot? Comment je fais mon pédicule? C'est ça qui est difficile et c'est ça que l'on doit enseigner. Voilà un petit peu le message qu'on doit faire passer. Et ça illustre ce que l'on pense, nous, de ce DU orthoplastique. Et je vous remercie. Merci. C'est vrai que là, on voit un peu les écueils de l'hyperspécialisation que tu évoquais avec les... Alors, les Anglais, donc, qui sont 2 par garde, c'est ça? Est-ce que, je me disais, si c'était pas possible maintenant, avec les téléconférences, etc., de faire une espèce de numéro d'urgence après accident de la route, où l'ortho demande un avis plasticien? C'est peut-être pas encore dans les mœurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça pour éviter de se couper les ponts? Alors, on est dans une situation intermédiaire. Il y a un ortho de garde et il y a une garde urgence cervico-faciale qui est menée à la fois par des ORL, maxillo, on n'en a plus, et plasticiens. Et il y a une garde sur place. Donc il y a souvent, pas tout le temps, il y a un plasticien sur place. Et puis il y a toujours une astreinte plastique. Donc on est un peu dans un intermédiaire. C'est à Percy. Oui, à Percy, je pense. Est-ce que... Voilà. Ouais. Voilà un peu, je te parle de notre l'hyperspécialisation. Le problème, c'est plus l'orthopédiste seul qui ne travaille pas, parce que le traumatisme grave des membres, il peut arriver n'importe où, avec les attentats, ou même dans un endroit où il n'y a pas forcément le centre qui fait de la reconstruction, et c'est la prise en charge initiale par un orthopédiste, voire même un chirurgien généraliste, qui n'est pas formé à la reconstruction, et qui du coup, là, a besoin encore plus d'un mentoring par un plasticien ou un reconstructeur. Nous, finalement, comme on travaille ensemble avec des RCP régulières, enfin... Les grosses erreurs à ne pas faire à T0, les chirurgiens militaires, d'ailleurs on forme tous les chirurgiens au cas Chirmex qui sont projetés justement pour que la prise en charge initiale elle soit conforme et qu'elle ne compromette pas la reconstruction ultérieure. Alors on est frappé effectivement après de longues années d'hyperspécialisation de voir l'attention particulière qui est portée sur la transversalité et effectivement c'est extrêmement important par rapport je pense aux problématiques que nous rencontrons, les traumatismes, et dans le contexte naturellement de risque de guerre que nous avons. Et c'est vrai que cette transversalité est un élément très très important à développer. Voilà, j'ai été extrêmement intéressé par vos communications. Merci beaucoup. Cette transversalité, on la voit dans la FST que Carole Matelin préconise sur le cancer du sein. Puisqu'en réalité, le taux de reconstruction immédiate en France après une mastectomie, je parle sous ton contrôle, Carole, n'est que de 14%, selon les chiffres de l'INCA. Alors là, évidemment, on n'est pas dans l'urgence, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des pathologies qui nécessitent le recours à 2 spécialités différentes, et c'est quand même l'intérêt pour le patient que ça puisse être fait en un seul temps, quoi, c'est sûr. Moi, je voulais vous féliciter pour
toutes ces photos, ces images. C'est impressionnant pour moi qui ne regarde pas ça d'habitude. J'ai 2 petites questions qui sont liées. La première, sur un plan épidémiologique, vous voyez combien de situations comme ça en France? Je ne m'en rends pas compte du tout. Et ma question annexe, c'est y a-t-il assez de plasticiens? Moi, je me rends compte qu'il en manque beaucoup dans les CHU. Les plasticiens partent plutôt dans des activités privées. Est-ce que les choses vont aller pour vous dans peut-être une pathologie qui sera plus fréquente dans l'avenir? Enfin, on l'espère pas, mais... L'épidémiologie en orthopédie, je parlerai sur les plasticiens, mais vas-y. Je ne vais pas te donner, je suis désolé, précis sur l'épidémiologie, autant qu'on est bien l'épidémiologie de guerre. Les traumatismes des membres, on sait que c'est les traumatismes les plus fréquents parce que c'est une zone qui est non couverte. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en pratique civile, la plupart des traumatismes des membres, c'est pas forcément des traumatismes graves. La fracture ouverte en scooter ou autre, souvent on peut les enclouer d'emblée, il n'y a pas vraiment de grosses problématiques de reconstruction, donc ça reste quand même des cas qui sont réguliers mais pas non plus hyper fréquents. Et par rapport à la pénurie des plasticiens, en orthopédie, il n'y a pas vraiment de pénurie d'orthopédistes. En revanche, les orthopédistes qui font de la traumatologie et surtout de la gestion des séquelles de traumatologie, il n'y en a plus beaucoup puisque l'activité chirurgie prothétique, enfin chirurgie du sport et chirurgie prothétique prend le dessus parce que là pour le coup il y a une demande qui est quasi illimitée. Donc c'est vrai que là aussi des équipes d'orthopédie qui ont l'habitude de faire ça et qui s'y intéressent, parce qu'il y a des équipes qui le font un peu sous la contrainte parce que comme CHU ils sont trauma center, donc après ils récupèrent les malades mais ils n'ont pas forcément envie de les gérer trop. C'est pour ça que nous on récupère pas mal finalement de blessés de secondaire à Percy. L'épidémiologie des blessures de guerre, c'est 70% des membres inférieurs. C'est pour ça qu'on se concentre surtout sur le membre inférieur. Il y a peu de problèmes à la cuisse. Les parties molles sont larges, vastes. Il n'y a qu'un seul. La jambe, l'os est sous la peau. 70% des lésions de guerre sont des membres inférieurs. Et puis il y avait des plasticiens. Sur les plasticiens, est-ce qu'on en a assez? Oui. Alors, des plasticiens, je pense qu'il y en a beaucoup en France. Puis il y a plasticiens et plasticiens. Là, je vais peut-être me faire des ennemis. Non, mais je crois qu'il faut arrêter un petit peu ce langage un petit peu... En plastique, qu'est-ce qui va dire d'un plasticien à l'hôpital? C'est les centres de brûlés. C'est tous. Combien de plasticiens s'intéressent à la brûlure? Je crois que le nombre il est très 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 réduit. C'est pareil un peu dans la reconstruction. Et où je vois, où moi, il y a peut-être un réveil à faire, c'est que lorsque je propose à mes internes, j'ai dit attention, on est en train de créer ça, j'ai beaucoup d'internes qui sont intéressés vers ça. Plasticiens et orthopédistes, les deux. Donc c'est peut-être un moyen d'intéresser des gens. Il faut redonner à la chirurgie plastique cette dimension chirurgicale qu'elle a peut-être un petit peu perdue avec ce versant peut-être très ou peut-être trop esthétique. Ça n'engage que moi, mais c'est mon sentiment après, 25 ans de plasticien à Paris. Mais c'est pas une critique, c'est une constatation. Et je pense que c'est peut-être par des choses comme ça qu'on peut peut-être remotiver des gens à cette chirurgie plastique qui est reconstructrice et esthétique. Et en reconstruction mammaire, c'est là où la reconstruction exprime sa plus grande dimension esthétique. Une reconstruction mammaire, elle doit être belle. Je sais que vous êtes dit, voilà pourquoi je parle de ça. Voilà un peu mon sentiment sur la chirurgie plastique. D'ailleurs, merci beaucoup. Reconstructrice, c'est le premier adjectif de la spécialité. Ça commence par reconstructrice. Oui. Après, c'est plastique. Chirurgie plastique reconstructrice. Alors, excusez-moi, le temps tourne. Tu as encore des questions. Je propose qu'à la fin de notre session, tu sois disponible pour répondre aux autres questions. À la fin. Là, on est déjà à 1h30.